J'adore les films de monstres. C'est un peu étrange comme phrase pour lancer l'année 2025 sur Cinescope, mais après tout, pourquoi pas, il faut bien commencer quelque part. J'adore les films de monstres. Et honnêtement, quand est-ce que vous avez vibré pour la dernière fois devant un blockbuster hollywoodien qui mettait en scène des monstres? Pour certains, ça serait peut-être le King Kong de Peter Jackson, qui a tout de même 20 ans déjà. D'autres choisiront peut-être le Godzilla de Gareth Edwards, qui a 11 ans, et pour ma part, ce serait Pacific Rim de Guillermo del Toro. Mais là encore, le film a 12 ans. Bah ouais, ça nous rajeunit pas. Ce qui est intéressant dans Pacific Rim, c'est que le film va s'inscrire bien plus souvent dans un héritage japonais que dans la tradition du gros blockbuster hollywoodien. C'est à la fois un film de mecha et un film de kaiju, deux figures cruciales de la pop culture japonaise. Et ce choix de la part de Guillermo del Toro, il n'est pas anodin. Parce que du côté du Japon, on a beaucoup de films de monstres qui m'ont clairement fait vibrer ces dernières années. À commencer par notre film du jour, Shin Godzilla, réalisé par Hideaki Anno et Shinji Higuchi. Et si je vous en parle maintenant, c'est parce que le film est enfin disponible en France après de longues années d'attente. S'il est sorti en 2016 au Japon, il a fallu attendre 2024 pour le voir légalement en France, grâce à Filmo, notre sponsor du jour. Vous connaissez très certainement Filmo, c'est la première plateforme de streaming 100% française avec un catalogue incroyable. Plus de 1000 films, une sélection très qualitative qui vous permet de découvrir des filmographies de cinéastes brillants, des films de genre mémorables, des blockbusters soigneusement sélectionnés, du cinéma de patrimoine, des documentaires passionnants, mais aussi des exclusivités qui sont disponibles uniquement chez Filmo. En fait, quels que soient vos goûts, vous trouverez forcément des titres qui vous correspondent dans le catalogue. Au-delà des films, Filmo propose des contenus gratuits sur YouTube avec des émissions dédiées au cinéma, des interviews et plein d'autres contenus exclusifs. Mais ça n'est pas tout. Depuis le mois dernier, Filmo a lancé une grande nouveauté. Vous pouvez désormais vous abonner directement sur YouTube grâce à la Primetime Channel Filmo et ça vous donne accès à tous les films du catalogue. Pour fêter le lancement de cette nouvelle formule, vous avez droit à 14 jours offerts en utilisant le lien épinglé, et au-delà de cette période, l'abonnement n'est qu'à 6,99 € par mois. Je le répète, pour un catalogue génial de plus de 1000 films. Vous pouvez retrouver Shin Godzilla et plein d'autres pépites grâce à la Primetime Channel Filmo, sans même avoir besoin de quitter YouTube, et profiter de l'offre exceptionnelle des 14 jours offerts. Et maintenant, retour à notre sujet du jour. Avant de rentrer dans la partie analytique, petite présentation de Shin Godzilla. D'où vient le projet? Quel a été son contexte de production? Et pourquoi ces réalisateurs, particulièrement Hideaki Anno, étaient des choix passionnants pour réinvestir la mythologie du monstre sacré Godzilla? Je ne vous apprends sûrement rien en disant que Godzilla a été initialement créé en réponse au traumatisme des bombes nucléaires envoyées sur Hiroshima et Nagasaki. Sorti en 1954, le Godzilla de Ishiro Honda venait en effet embrasser les angoisses et les traumatismes de l'époque avec cette histoire de monstre préhistorique qui sème le chaos, réveille la peur d'une apocalypse nucléaire. Mais voilà, Godzilla c'est une mythologie infinie qui dépasse largement le phénomène du premier opus. On compte en tout 33 adaptations filmiques du monstre au Japon et 5 aux États-Unis. C'est tout simplement la franchise cinématographique la plus longue de l'histoire du cinéma. Mais quand Shin Godzilla débarque en 2016, la saga est à l'arrêt depuis 12 ans au Japon. En plusieurs décennies, le monstre était passé par tous les genres, du brûlot politique à la science-fiction jusqu'au pur nanar décomplexé. La mythologie de cet univers déborde alors de monstres, de créatures burlesques, et les dernières adaptations étaient bien plus proches du pulp outrancier que de l'œuvre sombre et angoissante qui mesurait les mots de l'époque. C'est là que Hideaki Anno entre en scène. Si ce nom vous est familier, c'est très probablement parce que le monsieur a tout simplement écrit et réalisé une des plus grandes séries animées de tous les temps, j'ai nommé Neon Genesis Evangelion. Cette œuvre monstrueuse, Anno travaille dessus depuis 1995. En 2012, il a réalisé Evangelion 3.0 et il sort éreinté de cette expérience. Épuisé, en pleine dépression, le cinéaste annonce se retirer momentanément de la réalisation. Ça n'est pas son premier épisode dépressif, il avait déjà largement touché le fond dans les années 90, mais cette fois-ci, il se demande s'il va pouvoir s'en relever. Ainsi, lorsque le studio Toho lui propose de réaliser un film live Godzilla, Hideaki Anno refuse. De son propre aveu, il ne se sent pas capable de porter un tel projet. S'il prête sa voix au héros du sublime Le Vent se lève de son ancien maître Hayao Miyazaki en 2013, Hideaki Anno ne se sent pas de passer à nouveau derrière la caméra, tout simplement. Arigato. 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 Arigato.
今のありがとう。ありがとう。なんかありそうですよ。いけました？いけるかどうかわかんないけど。しょうがないですね、これね。ありがとう。Mais voilà, la Toho était bien décidée à ce que la vision de Hideaki Anno vienne réinventer le monstre sacré, quitte à attendre encore quelques années. En mars 2015, c'est donc officiel, Hideaki Anno réaliserait un projet intitulé Shin Godzilla. Pour l'aider, il pourrait compter sur son co-réalisateur Shinji Higuchi, collaborateur sur Evangelion et grand spécialiste des effets spéciaux. Lorsque Shin Godzilla sort en 2016, il devient à sa sortie le plus gros succès jamais vu au Japon pour un film Godzilla. Triomphe public mais également critique, on le place immédiatement tout en haut de l'échelle des meilleurs films ayant mis en scène la créature. Et même 9 ans plus tard, quand on découvre ce film si singulier, on se dit que ça roule aisément sur la quasi-totalité des films de monstres hollywoodiens récents, et oui, ça inclut évidemment cet horrible univers étendu qu'est le Monsterverse produit par Legendary. Mais qu'est-ce qui fait de Shin Godzilla une telle réussite ? Pourquoi est-ce que c'est une véritable leçon d'écriture, tant dans la façon de redonner à Godzilla toute son aura terrifiante et spectaculaire, que dans la façon d'imaginer un film de monstre tout court ? On peut quasiment tout expliquer en 3 points principaux. Alors ça peut sembler très bateau de le dire comme ça, mais Shin Godzilla rappelle l'importance de réfléchir son spectacle en amont, et l'avantage paradoxal qu'on peut tirer d'une contrainte budgétaire. Le long métrage dispose d'un budget de 1,3 milliard de yens japonais, c'est quelque part entre 10 et 15 millions de dollars. Ça n'est pas un petit budget à l'échelle du cinéma japonais, mais ça n'a rien de fou non plus. Déjà en 2004, Godzilla Final Wars avait un budget d'environ 2 milliards de yens japonais. Cette contrainte, elle force l'équipe à faire preuve d'un véritable artisanat. Et pourtant, Hideaki Anno et Shinji Higuchi vont expérimenter. Il s'agit par exemple du tout premier Godzilla japonais entièrement en CGI, même si des tests avaient été faits avec animatronics, maquettes et costumes. En ce sens, Shin Godzilla est un véritable pionnier technologique dans son industrie. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on utilise une technologie coûteuse, expérimentale, qu'on n'est pas sûr de maîtriser totalement? Eh bien on réfléchit chaque apparition du monstre. Chaque plan doit avoir un sens. Chaque vision de la créature doit avoir un impact durable sur le spectateur. Pour Anno et Higuchi, l'idée était de créer le Godzilla le plus terrifiant jamais mis en scène. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'agit du seul film japonais Godzilla depuis l'original de 1954 à n'avoir aucun autre monstre pour lui faire de l'ombre. Et le résultat est stupéfiant. On découvre à l'écran un monstre palpable dont on sent la texture, les plaies, le sang, les radiations. Plutôt qu'une énième bête numérique sans âme, cette créature-là, on y croit. Au final, on reste dans une logique très proche de celle que je connais par cœur dans le cinéma populaire indien. Quand le budget n'est pas illimité, il faut le réfléchir, le dépenser avec intelligence, dans chaque plan à grand spectacle. Et paradoxalement, c'est ce qui constitue probablement la malédiction du blockbuster hollywoodien moderne. Les centaines de millions coulent à flot au point de ne plus rien représenter aux yeux de trop nombreux cinéastes qui se disent que les équipes VFX sauveront le rendu en post-production, sans vision, sans auteur. Et en parlant d'auteur, le deuxième point est une question purement d'écriture. Comme on le disait en introduction, Godzilla est né d'un contexte historique et politique bien précis. Ce que Shin Godzilla fait, c'est de penser le monstre sous la réalité de son époque. Il est conscient de son héritage, mais il ne va pas uniquement se référer au passé. Il va moderniser le mythe et parler du Japon contemporain. Hideaki Anno y exorcise son propre mal-être, sa propre dépression, mais il va également exorciser un traumatisme encore frais dans l'esprit du public japonais, le séisme de Tohoku et l'accident nucléaire de Fukushima qui ont secoué le pays en mars 2011. Comme l'écrira un journaliste du Japan Times, dans Shin Godzilla, le monstre sacré est à la fois un tsunami ambulant, un tremblement de terre et une centrale nucléaire vivante. Le parallèle entre le Japon post-Hiroshima et la catastrophe de Fukushima est d'ailleurs particulièrement appuyé lors de dialogues on ne peut plus évocateurs. Godzilla, qui est passé par toutes les étapes durant ses décennies d'existence sur grand écran, redevient l'incarnation d'un traumatisme, d'un mal ancré dans la réalité. Exit le sympathique dinosaure qui combat des monstres ou des aliens. Exit le simple destructeur de buildings vides. On retourne à la source de ce qui a fait son mythe et de ce qui le rend terrifiant. Parce que les images de destruction évoquent une réalité tangible. Ce qui aide à créer ce sentiment de réalité proche de la nôtre, c'est que Shin Godzilla est tourné à échelle humaine.
tout le premier acte du film consiste à voir une succession de réunions de crise au sein des classes politiques japonaises. Comment gérer cette crise? Comment communiquer? Que doit-on dire au public? Que doit-on lui cacher? Et pendant ce temps, pendant que les dirigeants s'éternisent en réunions qui ne servent qu'à fixer la prochaine réunion, le monstre avance et les victimes s'accumulent. Le long métrage a beau jouer par moments sur la grandeur de la nation japonaise qui se relèvera face au pire, il reste extrêmement critique de la bureaucratie qui semble enliser le pays dans cette crise extrême. Et cette bureaucratie qui ralentit les sauvetages, là encore, elle fait référence à la gestion de crise extrêmement critiquée lors de la catastrophe de Fukushima. L'auteur William Tsuchoi a écrit à propos du film « Shin Godzilla ne laisse planer aucun doute sur le fait que la plus grande menace du Japon ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. De son gouvernement bureaucratique, gériatrique et fossilisé, incapable d'agir efficacement ou de s'insurger face aux ingérences politiques étrangères. » Et là aussi, on a un thème crucial du long métrage, la présence américaine. Les États-Unis, qui sont présents dans le film, utilisent la catastrophe pour essayer de faire pression sur le Japon, de gagner plus de pouvoir, d'influence sur l'archipel. Et une double lecture méta qui renvoie également à la façon dont Hollywood a récupéré le monstre pour le vider de toute substance. Un monstre qui incarnait l'horreur américaine est devenu un simple dinosaure qui détruit New York une fois tous les 2 ou 3 ans avant d'être neutralisé par les grands États-Unis d'Amérique. Vous voyez le cynisme du truc ? Au final, Hideaki Anno ancre son film dans le réel en économisant le grand spectacle pour lui confier plus de sens, en filmant à hauteur d'humain, en dénonçant les dérives politiques de son pays, que ce soit par le biais du drame comme de la satire. Et l'écriture particulièrement soignée des personnages humains aide à ce qu'on ne s'ennuie pas profondément quand le monstre n'est pas à l'écran. Un point que le Monsterverse n'a toujours pas compris, et bon, faut arrêter d'espérer, il ne comprendra probablement jamais. Shin Godzilla est le film de monstre qui m'a le plus marqué depuis probablement The Host de Bong Joon-ho, dont on a parlé en détail dans ma rétrospective complète du cinéaste, si vous voulez voir une analyse de ce film. Mais en fait, les deux films partagent énormément de similitudes. Le monstre est peu présent à l'écran pour amplifier son impact lorsqu'il agit. La lecture politique et sociale acerbe guide tout le récit, les enjeux humains priment sur le spectacle, la satire crée un décalage qui vient paradoxalement renforcer le drame. Bref, si vous voulez faire un grand film de monstre, commencez par faire un grand film humain. La troisième et dernière raison qui explique l'immense réussite de Shin Godzilla, c'est la radicalité de son spectacle. On l'a déjà dit, le film n'a pas un budget illimité et ne nous montre que très peu le monstre en action. Alors pour compenser, il faut absolument que chaque séquence de destruction soit mémorable. Et vous savez quoi? C'est totalement le cas. On a une véritable radicalité dans la destruction. Le film contient probablement la scène de destruction la plus terrible jamais filmée dans un long métrage Godzilla. Une vision apocalyptique absolument terrifiante. Et que ce soit la mise en scène ou le sublime thème musical, tout nous indique l'horreur de la situation. On sait qu'il y a des victimes. On sait que tout le monde n'a pas pu fuir. On devine les cris et l'agonie de ces gens-là. Hideaki Anno souligne d'ailleurs ce carnage en tuant littéralement des personnages secondaires très importants qui sont présents sur les lieux. Après cette séquence qui élève le traumatisme du monstre comme jamais auparavant, Shin Godzilla va s'intéresser à ce qu'on ne dit jamais ou presque dans ce type de récit. Comment quantifier le nombre de victimes? Comment reloger tous ceux qui ont pu fuir et qui ont vu l'entièreté de leur vie réduite en cendres le temps d'un souffle? Comment former un nouveau gouvernement de crise? À qui confier la suite d'un désastre annoncé? Là encore, cette radicalité fait écho à notre deuxième point, on ancre le spectacle dans le réel pour décupler son effet de choc. Et sans vouloir m'acharner une fois de plus sur le Monsterverse, toute cette réflexion sur la destruction du monstre, elle passe systématiquement à la trappe. Et c'est pas uniquement lié à cet univers-là, c'est un point commun dans la plupart des blockbusters hollywoodiens. Combien de films de super-héros ont rasé toute une ville de la carte sans que les pertes civiles ne soient jamais un sujet? Alors oui, on pourrait me dire que Snyder a tenté de l'évoquer dans Dawn of Justice, et même si la version longue est probablement ce que je préfère de Snyder, ça reste un prétexte scénaristique qui ne vise qu'à justifier l'affrontement des deux super-héros. Le film ne veut jamais nous faire ressentir la détresse des victimes, l'angoisse de ceux qui survivent, l'instabilité économique du pays. Tout ça, c'est ce qui fait de Shin Godzilla le Godzilla le plus terrifiant jamais créé. Et paradoxalement, la radicalité du spectacle se joue aussi dans le rapport émotionnel qu'on a au monstre. Il a beau être terrifiant, ces différentes formes en font une créature qui évoque autant l'empathie que la fascination, le mystique et l'effroi.
La Toho était initialement contre l'idée d'avoir un Godzilla qui évolue et prend plusieurs formes. Pour la petite anecdote, c'est un argument purement mercantile qui les a convaincus. Bah ouais, plusieurs formes de Godzilla, ça voulait dire plusieurs modèles de jouets à vendre. Si ça, c'est pas l'incarnation même du cynisme capitaliste, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Il n'empêche que cette idée de Hideaki Anno, de faire évoluer le monstre, transcende le récit. La première forme visible, ce monstre encore très aquatique qui sort de l'eau, a quelque chose de particulièrement dérangeant. On voit une bête meurtrie qui perd des litres et des litres de sang par ses branchies. Mais Hideaki Anno va encore plus loin dans son envie d'évolution radicale du monstre. Si le film se concentre sur la forme de Godzilla que l'on connaît traditionnellement, il s'achève alors qu'il amorçait une toute nouvelle évolution. On voit au bout de sa queue des entités qui ne sont pas sans rappeler les anges d'Evangelion. En ce sens, Shin Godzilla fait du monstre sacré une véritable figure divine apocalyptique. Tout le long du film, on évoquera l'aspect divin de la créature. C'est au-delà de l'humain, au-delà de l'animal, au-delà même du monstrueux. On pourrait d'ailleurs voir un parallèle frappant entre les entités divines de Princesse Mononoke et ce Shin Godzilla. Des dieux blessés, en pleine souffrance, qui voient l'humain comme une menace envers la nature et envisagent son extinction totale pour préserver l'équilibre. Ces dieux sont peut-être destructeurs, mais ils ne sont pas mauvais au sens moral du terme. Ils ne sont pas manichéens. Leur motivation, elle a un sens. Et à leurs yeux, nous ne sommes qu'un dommage collatéral en travers de leur chemin. Lorsqu'il s'apprête à atteindre sa forme suivante, Godzilla pourrait alors devenir une entité quasi Lovecraftienne. Quelque chose d'insondable qui dépasse nos capacités de perception et causerait la disparition totale de l'être humain. Cette radicalité du symbolisme religieux, elle transmet donc un constat sur la nature, sur l'environnement, mais elle incarne aussi l'aspect intime du long métrage. Comme si Hideaki Anno venait nous plonger au cœur de sa propre dépression, nous partager ses tourments, nous raconter à quoi ressemble la psyché d'un être privé de tout espoir, qui entrevoit la fin de l'existence comme seule issue à l'apaisement d'une douleur inconsolable. Au final, mon seul regret envers Shin Godzilla, c'est qu'on ne verra probablement jamais la suite. On devra se contenter d'imaginer les formes suivantes du monstre et l'apocalypse qu'il s'apprêtait à déchaîner sur Terre avant d'être figé. Mais ça n'est pas tout à fait grave, parce que comme l'autre consolation, le cinéma japonais allait une fois de plus réinventer son monstre préféré à peine quelques années plus tard. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un immense merci à Filmo d'avoir sponsorisé la vidéo. Le travail de ma chaîne dépend en grande partie des partenariats et de votre soutien, et c'est un immense plaisir quand je peux trouver un partenaire aussi qualitatif qui correspond parfaitement à l'esprit des vidéos que je vous propose. Foncez découvrir la chaîne Primetime Filmo et profitez-en pour rattraper Shin Godzilla si vous ne l'avez pas encore vu. Tous les liens sont dans la description et dans le commentaire épinglé. Comme d'habitude, pensez à liker, à vous abonner, à activer la cloche. Vous pouvez devenir membre de la chaîne si vous le souhaitez, vous aurez les vidéos en avant-première. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.